Qu'est-ce que c'est que le délire ? Alors, étymologiquement, on a un renseignement très, très précieux qui nous est fourni, puisque l'étymologie du terme délire, c'est une métaphore paysanne. Le délire, littéralement, ça veut dire sortir du sillon. Délirare, ce mot est dérivé de lira, le sillon. Et donc, délirio, ça signifie proprement ce qui sort du sillon, ce qui sort du droit chemin de la raison, on peut dire. Donc, si on file la métaphore, cela veut dire que la pensée délirante, ce n'est pas une pensée labourée, ce n'est pas une pensée qui suit la ligne droite, celle du sillon. Si on compare avec la pensée classique, disons cartésienne, pour aller vite, on peut dire que la pensée, la raison classique, cultive la pensée comme une plante de serre, c'est-à-dire qu'elle lui donne une certaine ligne droite. Au contraire, le délire, c'est cette extravagance qui échappe à la ligne droite. Dans la pensée classique, la méthode est comme un soc, si on devait filer encore l'image, comme un soc qui permet de tracer une ligne droite, déductive. Au contraire, le délire, c'est dans la pensée un phénomène oblique. On pourrait le modéliser si on cherche à visualiser l'image avec un schéma comme celui que nous propose Wittgenstein dans les investigations philosophiques. Il nous montre bien que la pensée ne glisse pas nécessairement sur une ligne droite, mais qu'elle est aussi capable de phénomènes transversaux, de phénomènes obliques, comme celui qui est symbolisé, représenté par la flèche diagonale dans ce schéma-là. Donc ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est que le délire, en tant que processus oblique, n'est pas si infécond que la métaphore paysanne, marquée par son étymologie, veut bien le dire. C'est-à-dire, l'idée étymologique, il me semble, c'est de dire que le désir est improductif, infécond, que délirer, c'est une déroute. Au contraire, j'aimerais montrer en quoi peut-être le processus oblique du délire n'est pas seulement une déroute, mais une dérivation ou une dérive qui peut être productive, qui peut avoir sa fécondité. Alors, cherchons un peu à en donner quelques indices. D'abord, j'aimerais montrer que ce processus oblique, il n'est peut-être pas propre uniquement à l'homme, c'est-à-dire dans la nature elle-même ou dans le réel en général, on trouve des phénomènes de ce type-là, c'est-à-dire une ligne qui croise des lignes parallèles incommunicables les unes aux autres, des lignes hétérogènes qui sont mises en communication grâce à une oblique qui les traverse. On en trouve des phénomènes dans la nature. Pour donner un exemple très célèbre qui est travaillé par Gilles Deleuze, la guêpe et l'orchidée nous montrent un exemple de délire au sens large, pas au sens strictement psychiatrique bien sûr, mais au sens large, une forme de délire dans la nature. Puisque vous le savez peut-être, il y a un des pétales de l'orchidée qui ressemble à l'abdomen d'une guêpe femelle, de telle sorte que cela attire la guêpe mâle qui vient pour s'accoupler avec ce qu'il croit être un abdomen de guêpe femelle. Et en réalité, ça permet la pollinisation de la plante. Donc c'est très intéressant parce qu'un même objet, par exemple un pétale de plante, peut être vu de deux manières différentes, sur deux lignes différentes de la nature, sur la ligne végétale, vue comme un pétale, et sur la ligne animale, vue comme un abdomen de guêpe qui permet d'attirer un partenaire potentiel. Bon. Alors c'était un exemple, mais on en trouverait d'autres, bien sûr, encore beaucoup plus riches et beaucoup plus forts dans le monde humain. Dans le vocabulaire courant, le plus courant qui soit, le mot délire est souvent employé en un sens qui n'est pas que négatif, en un sens positif. Dans le jeu de langage festif de la jeunesse, il me semble qu'on dit partir dans un délire, qu'on dit des choses comme ça, ou se taper un délire. Et alors, j'en donnerai pas des exemples particulièrement frappants, mais les jeux de mots ou les mots valises, comme dit Lewis Carroll, ils correspondent assez bien à ce processus oblique, c'est-à-dire ils croisent des mots qui appartiennent à des domaines lexicaux ou sémantiques différents. Un mot valise, c'est la contraction de deux mots qui ont une affinité sonore, une affinité visuelle peut-être aussi, mais pour produire un troisième terme qui est leur
leur condensation, leur contraction. Par exemple, il y en a un très célèbre commenté par Freud, dans une plaisanterie. J'ai été reçu par Rothschild de manière très simple, de manière très familionnaire. Familière et millionnaire en même temps. Familionnaire, c'est un mot valise. Alors, voilà. Mon idée, ce serait d'essayer de voir en quoi le délire stricto sensu, c'est-à-dire le délire cette fois au sens propre, au sens proprement psychiatrique, en quoi est-ce qu'il n'est pas complètement étranger à cette logique oblique positive. Qu'y a-t-il d'intéressant dans ce processus délirant en tant que processus oblique ? Alors pour le dire, il faut essayer de contextualiser le délire dans le champ social, il me semble. Effectivement, il y a un rapport très très fort de la société à la folie, au délire. C'est Michel Foucault, bien sûr, qui a mis en évidence le fait qu'il y a une histoire de la folie. La folie n'est pas un absolu statique de la nature humaine, qui existerait sous une forme toujours la même à travers les âges, mais elle a des formes variées en fonction du type de complexion sociale dans laquelle elle est tolérée ou au contraire refoulée, formée, etc., etc. Donc, pour aller très vite, on pourrait dire que le fou dit la vérité. C'est l'idée, pour simplifier, que je tirerai de Foucault. Il dit la vérité de la société où il est traité comme fou, où il est traité de fou. Et donc, le délire, en ce sens-là, il faudrait se demander, le délire aujourd'hui, dans notre société, de quel type de société dit-il la vérité ? En quoi est-ce qu'il est porteur d'une puissance par rapport à la société dans laquelle on vit ? Alors, pour aller très très vite, dire quelques petits mots, dans le sens de Foucault, l'hospitalisation de la folie, elle est bien sûr un phénomène récent dans notre histoire. L'hospitalisation et la psychiatrisation de la folie, pour aller très vite, elle est contemporaine de la modernité. Bon. Au Moyen-Âge, les fous et les quasimodos avaient leur fête, la fête des fous. Les extravagances du délire étaient certes cruellement parodiées sur la place publique, mais en même temps, c'est paradoxal, parce que ça n'était possible que parce qu'on reconnaissait une force critique et parodique au délire, à la folie en eux-mêmes. C'est-à-dire le délire, délirer le pouvoir, délirer la liturgie catholique. Et donc bien sûr, on se moquait des fous, leur rire était abaissé au rang du hennissement de l'âne avec lequel on le mêlait, mais en même temps c'est paradoxal car le fou avait sa place. Un droit de cité erratique et ambigu, mais un droit de cité tout de même. Bon. Dans la modernité, ça change complètement, c'est-à-dire l'hospitalité accordée aux fous comme malades, et en même temps une mesure d'assainissement qui le met hors circuit, qui l'isole du jeu social. C'est toute l'ambiguïté de la psychiatrisation qui, à la fois, fait naître une nouvelle douceur dans le traitement des fous. On les traite désormais comme des malades. Mais là-dessous, en même temps, autre chose que Deleuze et Guattari appelleront un cynisme du rapport de la modernité à la folie.